Le point de départ pour moi, l'exergue, ce serait peut-être une formule de Guy Debord lui-même, qui est dans La Société du spectacle. Le spectacle est le contraire du dialogue. Alors cette formule est très intéressante, hein. Elle est aussi réciprocable. On peut dire aussi que le dialogue, entendez le dialogue vrai, est le contraire du spectacle. Et du coup, on voit que ouvrir un espace de dialogue, c'est déjà commencer à s'arracher à l'emprise du spectacle. Je dis ça pour les gens, il y en a eu, que j'ai invités à venir ici parler dans ce colloque et qui m'ont fait part de leur peur de se donner un spectacle. Bon, je veux dire, dès le moment où un véritable dialogue s'instaure entre nous, entre ceux qui parlent, ceux qui répondent, etc., on n'est déjà plus totalement pris dans le spectacle. Bon, dans un autre texte qui est très beau, qui s'appelle All the King's Men, qui est dans l'édition Quarto, Debord écrit cette phrase qui est bouleversante d'utopie et peut-être de naïveté, je ne sais pas, mais qui est très, très, très belle. Là où il y a communication, il n'y a pas d'État. Vous vous rendez compte, hein? Là où il y a communication, il n'y a pas d'État. Donc du coup, là encore, il faudrait dire ceci. Rendre possible une authentique communication, une communication qui ne soit pas falsifiée, aliénée, déformée par le pouvoir. C'est déjà, d'une certaine manière, un acte de résistance à l'État. Et bon, lorsque Gérard Bensussan et moi, on a créé ce Parlement des philosophes il y a 3 ans, d'ailleurs, on a commencé par un colloque sur l'exclusion démocratique. C'est un colloque qui était déjà un petit peu des orientations de ce colloque d'aujourd'hui. Il y avait déjà Jean-Philippe Millet qui en faisait partie et quelques autres qui sont ici. Lorsque nous avons créé ce Parlement des philosophes, ce n'était pas du tout dans un but parlementaire, hein. Je pense que le Parlement des philosophes, ce n'est pas un parlement comme le Parlement européen. On voulait revenir au sens initial du mot parlement, qu'on trouve encore dans le verbe parlementer, hein, c'est-à-dire, voilà, c'est le pourparler. C'est l'ouverture d'un lieu de parole, un lieu non académique, non institué, un lieu où on peut parler ensemble. Et effectivement, bon, j'ai longtemps hésité avant de parler de colloque sur Debord. J'ai parlé de journée sur Debord. Finalement, je me suis dit, allons-y, colloque. Parce que colloque, étymologiquement, c'est parler ensemble, parler avec. Et curieusement, les interventions qu'on fait dans des colloques, on les appelait traditionnellement des communications. Donc voilà, un lieu où on puisse parler ensemble et commencer à communiquer, me paraît marquer une certaine fidélité par rapport à ce que disait Debord. Là où il y a communication, il n'y a pas d'État. Bon, donc parlons-en de Debord. Il est temps d'en parler ensemble. Pourquoi est-ce qu'il est temps d'en parler ensemble? Eh bien d'abord parce que la pensée de Debord est en grande partie recouverte, étouffée. Et d'abord par lui-même, ou plutôt par la légende qu'il a commencé à construire de son vivant. Très tôt, déjà à 26-27 ans, Debord écrivait à Yorn qu'il fallait constituer et créer une nouvelle légende. Il y arrivait au-delà de toutes ses espérances. Mais cette légende a fini par en faire une sorte d'icône intouchable. Une figure qu'on ne peut même pas discuter ou approcher sans craindre les pires châtiments. Donc il faut aussi désédimenter Debord par rapport à sa propre légende. Mais aussi, bon, plus profondément, plus massivement, Debord est recouvert par le prêt-à-penser du spectacle médiatique qui s'est emparé de ces notions, par exemple celle de spectacle ou de société du spectacle, pour en faire un lieu commun journalistique. Bon, j'entendais l'autre jour l'ineffable Bernard-Henri Lévy dira vraiment cette campagne électorale, c'est le tout à l'ego, c'est la société du spectacle. Voilà. Bon, alors si même Bernard Lévy peut parler de société du spectacle, ce mot finit par ne plus rien vouloir dire. Bon, Debord a été recouvert de différentes façons. D'abord, pendant toute une période, on a vu en lui essentiellement un dirigeant révolutionnaire, ce qui est sans doute juste. Puis, dans les années 90, il a été réapproprié par une tendance, disons, littéraire, autour de Solers essentiellement et de quelques autres. On a affecté de ne plus voir en lui qu'un styliste, un écrivain de génie. Ce qu'il était aussi certainement, c'est aussi un grand styliste. Et on le lirait certainement moins s'il n'y avait pas ce style exceptionnel. Mais ce qu'on a oublié, ce qu'on a méconnu, c'est un troisième Debord, je dirais peut-être le vrai Debord, mais bon, enfin en tout cas un troisième Debord, un Debord qui n'est ni le dirigeant révolutionnaire, ni le styliste de génie, le Debord théoricien. Car moi je tiens que ce livre, au fond son unique livre, son unique grand livre, La Société du spectacle, est un grand livre de théorie. Il se présentait comme un livre de théorie, comme un livre de théoricien. La théorie révolutionnaire, la théorie critique est ennemie de toute idéologie, elle sait qu'elle l'est, bon, etc., etc. Théorie, c'est-à-dire ensemble cohérent de concepts. Je ne dirais pas philosophie. À plusieurs reprises, Debord a fait savoir qu'il n'était pas un philosophe, mais un stratège. Il a dit à Agamben, bon, dont acte. Mais d'ailleurs, Arendt, Foucault et quelques autres ont aussi dit qu'ils n'étaient pas des philosophes. À la limite, peu importe, il ne s'agit pas de décerner des étiquettes. Disons théorie.
Ça, c'est une notion qu'il a acceptée, qu'il a revendiquée. Debord théoricien, Debord inventeur de concepts. Et c'est ces concepts dont on ne parle plus ou plus suffisamment, parce qu'on s'est laissé obnubiler par le Debord poète de la Révolution, le Debord styliste, le Debord écrivain, le Debord idéologue de l'IS, et surtout aussi le personnage de Debord. Bon, Debord, ses frasques, ses amours, son panégyrique, Saint-Germain-des-Prés, le lettrisme. Tout ceci, il ne faut oublier que Debord a été aussi, peut-être avant tout, un théoricien, un inventeur de concepts. Voilà, donc cela seul, à mon avis, exigeait, rendait nécessaire une rencontre où on puisse discuter des concepts, des théories de Debord. Alors, pourquoi ici? Pourquoi ici à Strasbourg? Parce que quelque chose s'est noué, sans aucun doute, à travers le malentendu, le fantasme, le mythe, tout ce qu'on voudra, mais c'est noué quand même, il y a 40 ans, entre le nom de Strasbourg et le nom de Debord. Ces deux noms-là sont en quelque sorte indissociables historiquement. On ne peut pas lire une biographie de Debord ou une étude sur Debord sans que soit évoqué d'une manière ou d'une autre le fameux scandale de Strasbourg de 66. Bon, ce soir, il y aura, j'espère, des gens qui ont vécu un petit peu ça, qui pourront témoigner, en parler un peu. Bien, donc, parler de Debord à Strasbourg ne paraît pas extravagant. Pourquoi ici au musée? Bon, ça c'est un musée d'art moderne. Est-ce que c'est pas un petit peu scandaleux pour quelqu'un qui proclamait que l'art est mort? Je dirais, prenons-le avec humour. Notre but, c'était précisément de sortir de bord du musée. Et avant tout, de ce musée de la Révolution, dans lequel il s'est laissé embaumer tout vivant, jusqu'à devenir, comme je le disais tout à l'heure, une icône intouchable. Donc nous voulons sortir de bord du musée, et peut-être qu'après tout, le lieu le plus adéquat ou le plus humoristique pour sortir quelqu'un du musée, c'est un musée. Donc en tout cas, voilà, ça se fera ici, et j'en suis très content. Ça nous permettra d'avoir des projections des films de Debord qu'on ne voit pas ou très peu dans les salles. Donc merci au musée de nous avoir accueillis, ça ne me paraît pas scandaleux. Nous, qui ça nous? Depuis tout à l'heure, je parle de nous. Alors nous, certainement pas des disciples. Je ne sais pas s'il y a encore des disciples de Debord, il y en a peut-être dans la salle, j'en sais rien. En tout cas, nous n'en sommes pas. Enfin, j'en connais aucun parmi ceux que j'ai invités qui pourrait se définir comme un disciple de Debord, comme une sorte de situationniste orthodoxe. Debord n'aimait pas trop ça d'ailleurs, si on se rappelle ce qu'il disait sur les prostituées avant de dissoudre l'IS. Et certainement pas non plus des spécialistes de Debord. Un spécialiste de Debord, au fond, pour quelqu'un qui a pourfendu la cristallisation, le pouvoir de la pensée séparée, ou la séparation du pouvoir de la pensée, etc. L'idée même d'être un spécialiste de Debord est aussi sensée que d'être un cercle carré. Bon, je dirais, il n'y a aucun spécialiste de Debord n'existe et ça n'a strictement aucun sens. Alors qui sommes-nous? Bon, les gens qui sont venus ici, les gens que j'ai invités, une vingtaine de personnes. J'aurais presque envie de dire que nous sommes des fous de Debord. Nous sommes tous fous de Debord, d'une certaine manière. Je veux dire par là que nous sommes passionnés par cette pensée, par différents aspects de cette pensée. Aujourd'hui, on parlera un peu du rapport politique, enfin, Debord et Marx, ces choses comme ça. Demain, plutôt du rapport de Debord à l'art, à la question de la mort de l'art. Et le dernier jour sera un petit peu Debord la philosophie, Debord la théorie, des choses comme ça. Bon, donc passionné par Debord et par différents aspects de cette pensée. Mais passionné par Debord, au point d'avoir envie d'en discuter ensemble, d'en parler ensemble. Ce qui implique aucunement une allégeance, une obédience, une fidélité orthodoxe ou momifiée. Et j'espère que le moment est venu de dépasser ce genre de choses. Alors oui, bon, sommes-nous des récupérateurs? Il y a eu un très bel article dans les dernières nouvelles d'Alsace. Je ne sais pas si l'auteur est dans la salle. Enfin, c'était paru samedi dernier. On lui posait la question, n'est-ce pas de la récupération? Enfin, bon, il laissait au moins la question ouverte. Alors bon, récupération, en quel sens? Bon, si récupérer signifie exploiter quelque chose, exploiter une pensée au service d'une fin étrangère, alors là, je dirais pas de danger. Debord est irrécupérable. Il y a en lui quelque chose qui résiste à toute tentative de récupération au service d'une autre fin, au service d'un pouvoir, d'une institution, d'honneurs académiques, de choses comme ça. Par parenthèse, bon, je ferai une petite remarque simplement. J'ai choisi de faire ça au musée pour la raison humoristique que j'ai dite, et aussi parce qu'il nous accueillait, ce qui n'était pas rien. Mais j'ai aussi choisi de ne pas le faire à l'université. Je pense que faire un colloque sur Debord à l'université, là, il y avait un risque de récupération et ça m'aurait beaucoup gêné. En tout cas, je ne voulais pas le faire. Donc voilà, si récupérer Debord s'en servir au service d'autres fins, bon, je pense que Debord est irrécupérable et il est assez grand pour ne pas se laisser absorber. Mais si par récupération, on entend autre chose, si on entend le fait de se réapproprier une pensée au service du présent, au service des luttes présentes, alors oui, nous devons récupérer Debord, à tout prix. Récupérer Debord, c'est-à-dire délivrer sa pensée, la rendre toujours plus libre, toujours plus tranchante son aventure, la transmettre aussi
à ceux qui aujourd'hui tentent de poursuivre son combat. Et c'est pour cette raison que j'ai invité ce soir à la fois des vieux de la vieille, des gens de 66, 68, qui ont croisé plus ou moins près de bord, et les situationnistes de 66, et des jeunes, des étudiants qui ont participé aux luttes du printemps dernier contre le CPE. Ça me paraissait important que quelque chose passe d'une génération à l'autre. Bon, je ne sais pas ça se passera, mais c'est ce que je voulais faire en tout cas. Donc voilà, récupérer Debord, oui, au sens de se rapproprier cette pensée, de la discuter, de la redéployer, de l'évaluer, d'en faire quelque chose. Et donc, avant tout, en premier lieu, en parler ensemble. Voilà. Essayer de parler ensemble de bord. C'est pour ça que nous avons fait ces journées. Et donc, je les déclare, comme on dit, ouvertes, de manière un peu performative. Bien, alors, le programme a été très légèrement modifié. Bon, je vais d'abord donner la parole à Gérard Briche, qui nous vient de l'École des Beaux-Arts de Tourcoing, qui est peut-être, qui est aussi un vieux révolutionnaire, on peut le dire comme ça. Enfin, je l'ai connu à 30 ans et par certains côtés, il n'a pas cédé. Nous fûmes jeunes et révolutionnaires. Voilà, mais toi, tu es resté révolutionnaire. Disons que, Gérard fait partie de cette mouvance dont fait partie aussi Anselm Yapp, l'auteur d'un des 2 ou 3 livres à lire sur Debord. Anselm Yapp parlera à la fin du colloque. Ce groupe qui a écrit Les habits neufs de l'Empire, le manifeste contre le travail, et d'autres textes comme ça, qui se rattachent donc au courant des revues allemandes Crisis et Exit, qui se réclament en fin de compte de Marx, de la critique radicale de la valeur et de la marchandise opérée par Marx. Et donc, de cette façon, l'affiliation d'Adorno, de Debord, etc. Qui se réclame surtout d'un dépassement qui passe par Debord, de Marx. Voilà, donc je voulais... Pour moi, j'y tenais aussi, commencer par le politique et commencer par ça. Ça nous permettra un petit peu de limiter un peu l'autocélébration narcissique du grand styliste de génie et reposer les questions politiques qui étaient au centre du trajet de Debord. Alors après, petite modification. Notre ami Jörn Hetzold, qui vient d'Erfurt, a eu un empêchement. Il viendra sans doute le dernier jour. Il devait parler de Debord et la mélancolie révolutionnaire, donc de Debord et Benjamin, ce qui nous a amené assez près de cette direction-là. Mais alors finalement, je pensais lire son texte, et puis il va essayer comme de venir le dernier jour. Donc Jean-Philippe Millet nous fait l'amitié de permuter, et donc de parler en second. Ce qui n'est pas trop non plus déplacé, puisque je pense, Jean-Philippe, que tu vas parler du rapport de Debord à Marx, Henri, etc. Voilà, aussi politique, aussi Marx. Jean-Philippe, qui nous vient de Paris, qui a été directeur de programme au Collège de philosophie où je l'ai connu. Après, on fera une petite pause, et puis je donnerai avec grand plaisir la parole à Cyprian Miali, qui est là, qui nous vient de très loin, qui nous vient de l'Est, qui vient de Cluj, dans les Carpates, en Roumanie. Et ça, j'y tiens beaucoup. Enfin, j'y tenais beaucoup. Il y aura aussi une jeune hongroise qui nous parlera le dernier jour de philosophie du spectacle de la philosophie. Esther Horvat qui vient de Budapest. Ça, c'est des choses que Debord, d'une certaine façon, avait prévues. D'une certaine façon. L'effondrement du spectaculaire concentré, le devenir monde de la forme diffuse du spectacle. Et donc, la question se pose aujourd'hui de relire Debord après ce qui s'est passé. Après l'effondrement du mur de Berlin et de l'ouverture des frontières, le devenir monde du capital, c'est-à-dire aussi du spectacle et tout ce que ça implique. Donc ça, c'est une chose auquel je tenais tout particulièrement. Et j'aimerais bien qu'à l'avenir, le plan philosophe aille toujours plus loin, dans le contact avec nos amis d'Europe de l'Est et de plus loin, et du Sud aussi. Voilà, donc je pense que j'ai assez parlé. Je vais donner la parole aussitôt à Gérard Briche. Alors, le principe que j'avais proposé aux conférenciers, c'est que si possible, j'ai bien si possible, on essaie de ne pas dépasser une demi-heure d'exposé pour qu'on ait vraiment du temps pour discuter. Chose qui fait en général défaut dans les colloques. Alors, à 18h, j'ai plus le programme sous les yeux. À 18h, on a la chance de voir un film de Debord, Critique de la séparation, qui est bref, c'est un court-métrage de 59, sauf erreur. C'est un court métrage, et puis après on aura dans la soirée ce débat entre les anciens de 66 et les jeunes de 2006, chose à laquelle je tenais beaucoup. Et vas-y donc Gérard, à toi la parole.